1. Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast, la notif des sportifs. Alors aujourd'hui, nous allons parler nul autre que du Canadien de Montréal, notre équipe qui déchaîne la province et le pays. Et avec moi, j'ai nul autre que joueur de deck hockey, joueur junior, coach de soccer, collabo du podcast qu'on a vu pas souvent, malheureusement, mais il est de retour avec nous. Oli Leco, mesdames et messieurs. Yes, merci. Quel bel accueil, quel bel accueil. Hey, quelle belle présentation, hein? Ouais, là, je suis dedans, là. Je me sens vraiment, je me sens dedans. Je t'ai présenté, Esti, comme un combattant de boxe. Ouais, même Michel Lacroix n'aurait pas pu faire mieux. Non, ben il y a une meilleure voix que moi, mais à part ça, non, il n'aurait pas pu. Ouais, mais t'as pas de micro, c'est juste pour ça. Ouais, c'est pour ça. J'ai mon micro, moi, il est ici. Donc, aujourd'hui, on sort des chantiers battus. On va parler du Canadien Montréal. Alors, c'est Oli qui avait eu l'idée. On va parler des attentes qu'on a envers l'équipe, des agents libres, du repêchage. On fait un gros round-up de ce qui s'est passé. On va essayer de faire ça en 30 minutes. Nous connaissant, ça va se transformer en 1h30. On va essayer de faire durer vite et concis. Donc, ça part. Oli, qu'as-tu retenu de la saison dernière du Canadien de Montréal? À part qu'on était poche. Je vais dire la jeunesse. La jeunesse? Si je devais dire un mot-clé, là, si on devait se centrer là-dessus, je dirais la jeunesse. Le développement des jeunes. Pourquoi ça en tant que tel? Parce que, ben, c'est ça, comme tu dis, saison de misère, il n'y avait pas grand-chose sur quoi s'appuyer pour garder un bon moral par rapport à cette équipe-là. Mais, tu sais, outre le fait, mettons, là, les blessures qu'on a eues, les misères qu'on a eues tout au long de la saison, le seul truc que je trouvais qui était motivant à travers tous les matchs pénibles, c'était le fait que les jeunes avaient du temps de glace. À partir de l'arrivée de Martin Saint-Louis, on a vu les jeunes stepper leur jeu d'un cran. Caulfield a monté d'un autre niveau. De 2-3 même. Là. Ben, de 2-3 même, c'est ça exact. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment rassurant d'avoir vu ça parce que, mettons qu'on prend Caulfield en exemple, plusieurs chiolaient contre son offensive parce qu'il n'était pas assez productif comparé à quand il est arrivé la première saison en série. Mm-hmm. Mais là, un coup plus en test est arrivé, les minutes ont augmenté, mais les points ont suivi aussi, les deux ont augmenté. Fait que ça, je trouvais ça vraiment rassurant. Puis, tu sais, je pense qu'on a trouvé une certaine chimie entre Caulfield, Suzuki et Anderson. Il reste à voir si les trois vont rester ensemble. Mais je trouve que c'est le point. Ouais, les jeunes. Puis, tu sais, après ça, en fin de saison, ben, on a aussi vu les Justin Baron aussi qui sont arrivés. Ouais. Puis, c'était des défenseurs, des Jordan Harris qui étaient des points d'interrogation. Puis, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Puis, écoute, les games qui ont joué, des très beaux matchs de hockey. Puis, c'est rassurant de te dire que l'avenir est là. C'est ça, tu sais, moi, si j'y vais en un mot comme toi, je retiendrais le mot ménage. On a littéralement parti de zéro. On a changé de DG, on a changé de coach, on a échangé des joueurs pour essayer de commencer un changement de philosophie avec le Canadien de Montréal. Puis c'est fun parce que tu vois que ça commence à fonctionner. On est très tôt dans une reconstruction, mais ça commence à fonctionner. Si je sors les statistiques que j'ai compilées de Martin Saint-Louis et de Dominique Ducharme de la saison passée pour faire une différence. Dom Ducharme, en 45 matchs, a fait 8 victoires, 30 défaites et 7 défaites en prolongation avant de se faire sortir. On s'entend que ce n'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux. Et Martin Saint-Louis, à son arrivée, 37 matchs. On a quasiment le nombre de matchs similaires. 37 matchs, 14 victoires, 19 défaites et 4 défaites en prolongation. On a quasiment le double de victoires avec Martin Saint-Louis et Dominique Ducharme. Donc, selon moi, il y a un message qui a changé dans le vestiaire. Ça l'a fait du bien aux joueurs. Les joueurs l'ont même dit après la première fois qu'on parlait à Martin Saint-Louis. Ce gars-là a fait un discours qui a donné des frissons qui me donnent envie de jouer pour lui. C'est là qu'on veut commencer avec un coach qui donne envie de jouer aux joueurs, n'est-ce pas, Ali? Oui, puis je veux dire, Martin Saint-Louis, le respect qu'il amène dans une chambre de hockey, tu sais, tous les gars qui sont dans la chambre, ils disent tous, sont tous unanimes là-dessus. Wow, Martin Saint-Louis, c'est un de mes idoles de jeunesse.
Fait que le fait d'avoir ça dans ta chambre, puis c'est lui qui te coach, puis tu sais, toute ta jeunesse, tu le regardais jouer, c'est quelque chose. Déjà en partant, tu as le goût d'apprendre de ce gars-là. Ben oui. Puis on le voit aussi avec la nouvelle arrivée dans le banc de Stéphane Robidan, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale. Je crois qu'il a en haut de 900 matchs à disputer. Défenseur, somme toute, correct. Il n'a pas été une grosse superstar en Ligue nationale, mais ça n'a pas été un mauvais défenseur pour autant. Donc, encore une fois, lui, je crois que c'est un choix de 7e ronde ou même pas repêché dans son cas. L'arrivée de Vincent Lecavalier aussi, qui fait en sorte aux joueurs d'être très bien entourés dans la direction. Pour vrai, moi, je vois, en termes de direction, je vois un bel avenir du côté du Canadien. En effet, puis tu sais, moi, j'ai toute ma confiance, je l'ai envers Gorton, parce que je trouve que ce qu'il a réussi à faire avec les Rangers, le noyau de joueurs qu'il a amené là, actuellement, c'est à partir de la dernière saison ou l'autre d'avant que les Rangers ont commencé à connaître du succès. Mais clairement, c'est Gorton qui a amené ça là. C'est tout lui qui a instauré les joueurs, c'est tout lui qui a amené cette chimie-là. Puis s'il est capable de faire la même chose à Montréal, ben en tout cas, depuis qu'il est arrivé, il ne se gêne pas pour faire ce qu'il a à faire. Puis je trouve qu'il met les points CI puis qu'il règle les problèmes. Puis honnêtement, j'ai confiance en lui pour remettre le Canadien sur la bonne direction. Ben oui, puis on s'entend que quand Gorton s'est fait engager, il y a eu une polémique à Montréal. Le fait d'avoir engagé un Américain qui parle juste anglais. En ce moment, son nom, c'est détracteur. J'en entends pas, là. Je les cherche, moi aussi. C'est ça. Je les cherche. Même chose pour les gens qui remettaient en cause le fait d'engager un agent comme directeur général en Kent Hughes. En ce moment, je les cherche. Parce que Kent Hughes fait littéralement de la magie, là. Mais lui, en plus, le fait, tu sais, c'est comme qu'ils disent, souvent quand tu acquiers de l'expérience dans différents domaines, ça fait que tu es encore plus un expert quand tu touches ou comme un autre gros domaine. Puis j'ai l'impression que lui, connaissant déjà la game, puis de l'avoir vu comme de l'autre côté, là, le fait d'être comme le grand Manitou, je dirais qu'il a comme déjà les qualités, puis il est apte à faire le boulot qu'il fait actuellement. Puis honnêtement, lui aussi, il a toute ma confiance. Puis je suis sûr, ben, à date, il fait un excellent job. Puis je suis sûr qu'il va continuer comme ça, honnêtement. Puis on l'espère. Et Kent Hughes a commencé sa job avec des petites transactions. On l'a vu. J'y vais par ordre chronologique. Sa première a été Brandon Bada contre Andrew Hammond. Bon, il y avait un problème de gardien de but à Montréal. On en avait besoin en cas de secours pour laisser jouer Kevin Primo. C'était un échange correct. Andrew Hammond a quand même bien servi pour 3 matchs. Oui, je pense que c'est ça, 3 ou 4, oui. Mais il a quand même fait sa job. Après ça, si on regarde l'échange suivant, Kent Hughes a décidé de monter ses culottes, attacher sa ceinture et est allé avec l'échange de Tyler Toffoli. Un petit échange, ça aussi, hein? Très petit, hein, pour eux autres qui veulent s'en souvenir. Tyler Toffoli a pris le chemin de Calgary en retour de Tyler Pitlick, Emil Heinemann et un choix de premier tour en 2022 qui est devenu Philip Massar, un choix de 5e ronde en 2023 et un choix conditionnel de 4e tour en 2024. Wouh! Très gros trade. Très, très gros et bon trade pour l'instant. Tout dépend, selon moi, de ce que Emil Heinemann et Philippe Massar vont devenir dans la Ligue nationale. C'est encore 2 petites questions. Mais déjà là, en retour de Tyler Toffoli, c'est énorme. Oui, énorme. Si on continue après ça, il a décidé de rattacher sa ceinture encore plus en envoyant Ben Sherratt en Floride pour Ty Smilanic, un choix de 4e ronde en 2022 qui est rendu Cédric Guindon et un choix de premier tour en 2023 conditionnel. Encore une fois, on met la main sur un autre choix de premier tour. En 2023 en plus. Qui est cette année, et les Panthers, selon moi, sont rendus moins bons que l'année passée. Oui, oui. Juste un peu? Juste un peu. Ben, on s'entend que la perte de Huberdeau et Mackenzie Weegar va faire quand même mal aux Panthers. En effet, mais moi, le truc à la base, ben là, je ne veux pas qu'on aille dans l'échange qu'il y a eu avec les Flames par rapport avec les Panthers, mais à la base, moi, ce que je reprochais aux Panthers en série, c'était le fait que Huberdeau et Barkov étaient complètement invisibles sur la patinoire, manquaient clairement d'agressivité, manquaient clairement d'un joueur qui a de la fougue, puis Kachuk, ça en est un qui en a. Il y en a même trop des fois. C'est ça. Est-ce que ça va amener
un certain wake-up du côté des Panthers pour les joueurs plus élites comme Barkov et tout. Je ne sais pas. Mais selon moi, les gagnants du trade sont les Flames. Mais reste que les Panthers, ça comble un besoin qu'ils avaient besoin de combler. Wow! Ça comble le besoin qu'il avait besoin de combler. Oui, Ça peut pas être exactement. plus clair, là. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier leur perte en termes de coach. Ils ont perdu Andrew Brunette qui, soit dit 100%, ils ne l'ont pas perdu. Ils l'ont mis dehors pour avoir Paul Maurice. Les habitués de la chaîne savent mon point de vue sur Paul Maurice, donc on va continuer, à moins que Lee ait un mot à dire sur Monsieur Maurice. Ah, ben voilà! Après ça, à la date limite des transactions, on a échangé de GOAT, le meilleur de sa génération, Arturi Lekonen. Je parle Arrête de broyer. Mais Arturi Lekonen contre Justin Barron et un choix de deuxième tour en 2024. Si on se fie aux histoires qui ont tourné autour de cet échange-là, ça s'est joué à la dernière minute parce que l'Avalanche ne voulait pas mettre. Vous ne voulez pas donner Justin Barron aux Canadiens de Montréal. Puis, Oli, on l'a vu. Qu'est-ce que tu as remarqué de Justin Barron, même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs à Montréal? Qu'est-ce que tu as remarqué? Pour vrai, ce gars-là m'a vraiment impressionné. Je sais que son jeu défensif est peut-être un petit peu plus à pratiquer, mais je veux dire, quand tu arrives dans un nouvel environnement, c'est toujours plus difficile à t'adapter. Il est arrivé en fin de saison en plus, je veux dire, il y a une différence quand tu arrives dans une équipe qui est à l'autre des séries, qui joue fort, physique, puis une équipe qui n'a plus rien à perdre, puis qu'au contraire, souhaite perdre pour avoir le premier choix. Mm-hmm. Mais je trouve que son apport offensif, il y a un certain jeu physique aussi. Il y a une bonne vision de jeu, des bonnes mains, un bon tir. Honnêtement, moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Et je vais faire attention à ce que je vais dire pour peut-être quelques-uns ou un de nos auditeurs, mais il pourrait remplacer Romanov. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Kaden Goulet aussi, qui peut s'en venir, est notre défenseur de premier plan. À regarder notre top 5 et nos top 10 des reculeux émis par plusieurs personnes, dont le LNH.com. Donc, pour vrai, c'est quelque chose à voir. Pour moi, à regarder Romanov, c'était rendu inévitable. On va passer à un autre appel, je me fais dire. Moi, je veux juste faire une petite dernière mention par rapport à Romanov. Au début, plusieurs disaient que c'était sûrement une question salariale, de pourquoi on l'avait échangé, mais avec la signature de son contrat cette semaine, on voit très clairement que c'était pas pour une raison de masse salariale, c'était parce que Romanov ne faisait plus partie des plans du Canadien de Montréal. Ou sinon, il en faisait partie, mais quand tu te fais offrir un joueur comme Kirby Dach, c'est là que tu te mets à y penser, il devient indispensable selon moi. En effet, mais si. Parce que Romanov étant ton défenseur qui jouait le plus de minutes la dernière saison, étant celui qui a le plus progressé selon moi, je pense que si tu avais vraiment voulu le garder, il aurait pu trouver une solution. Moi, en tout cas, je connais une monnaie d'échange qui aurait très bien pu s'appeler Mathias Norlinder. Puis si c'est pas suffisant, tu peux ajouter un choix de repêchage avec ça. Mais tu sais, comme on dit, c'est des valeurs moins sûres qu'un certain Alexander Romanov. Fait que peut-être que lui, il l'a vu dans le sens que c'est le temps de bouger Romanov maintenant pendant que sa valeur est montée, pendant qu'il joue comme 28-29 minutes et qu'il joue très bien ces 28-29 minutes-là. C'est peut-être le temps maintenant de l'échanger. Reste que là, actuellement, je comprenais l'échange du fait qu'on avait beaucoup de défenseurs dans l'équipe. On en a encore beaucoup. Ouais. Mais là, on a beaucoup de joueurs de centre. Donc, en tout cas, c'est sûr que l'été n'est pas terminé. On en a parlé un peu tantôt avant de commencer le show. On a parlé un peu des trades puis des joueurs On va en parler plus tard de ça. Parfait. Alors, je vais m'arrêter ici. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'on a un surplus. C'est ça. Restez à l'écoute. Après ça, Kent Hughes a décidé d'ouvrir une petite caisse de 12 et il a échangé juste Nate Schnarr contre Andrew Hammond. Bon, un petit move pour aider le Rocket de Laval. Nate Schnarr qui a été un bon joueur dans la course aux séries pour le Rocket de Laval. Oli, je sais que tu les as vus jouer. Est-ce que tu veux en parler? En effet, cette transaction-là, on ne perdait pas grand-chose, puis on ne gagnait pas grand-chose non plus. Mais comme tu dis, c'est de la profondeur dont le Rocket avait besoin pour arriver en série et pour pouvoir performer. Puis tu regardes ça autant dans cette ligue-là que dans NHL, les équipes qui font des petites transactions comme ça, souvent ça passe inaperçu. Mais des gars comme Schnarr, ça ne joue pas beaucoup de minutes par match, mais les minutes que ça te joue, c'est des minutes importantes, c'est une valeur sûre.
Puis c'est justement avec des gars comme ça, une profondeur comme ça, qu'une équipe peut se rendre plus loin en série. Puis on l'a vu, ça a fonctionné avec le Rockets cette année. Oui. Après ça, pour finir, on a envoyé Brett Kulak, qui est encore un échange qui me surprend aujourd'hui, contre William Lagesson, qui est soit agent libre, il a signé avec une équipe de l'Est, si je me souviens bien, avec un choix de deuxième ronde qui est devenu Lane Hudson du côté du Canadien et un choix de septième ronde en 2024. Pourquoi tu approuves autant ce choix et cet échange? Je kiffe Lane Hudson. Tu es en Je amour le avec? kiffe. Hey, j'ai même pas dit je l'aime, je le kiffe. Oh mon Dieu, c'est encore pire. Ah, vraiment, pour de vrai, ce gars-là, wow, j'ai vraiment hâte de le voir. Je pense que c'est le gars, tu sais, mettons qu'on oublie là, les Juraj Slavkovski et tout, je pense que c'est le gars que j'ai le plus hâte de voir jouer. Aucun entraînement. Je me rajoute là-dedans. Je me rajoute là-dedans. J'ai vu là le genre de match qu'ils ont fait là, entre les recrues, là, au camp des recrues, Ouais. et il était. Ah ouais. Ouais, il était quelque chose. Puis dire que j'en ai parlé à Anthony Desaulniers du podcast à relève pendant que je travaillais chez BPM Sport. Il m'a dit que si Lane Hudson était à peine plus grand, mettons 6 pieds, il était un choix top 10 facile. En effet, ça a été confirmé. Puis, selon les listes qui avaient été sorties sur le site la Ligue nationale avant que le draft se fasse, j'avais regardé le matin même. Et Lane Hobson faisait partie, il était du moins dans le top 30. Selon les évaluations là, de patineurs, de Ouais. skills, enfin là, il était dans le top 30. Puis la seule raison, c'est vraiment la seule raison de pourquoi il a descendu aussi bas, c'était justement du fait de sa grandeur, puis de sa largeur, sa grandeur. C'est ça. C'est à cause de son physique. C'était pour ça qu'il est descendu autant. Puis honnêtement, c'est un vol de la part du Canadien. Puis Oui. j'ai même pas peur de le dire. C'est ça, c'est un vol. Puis je suis content que les Canadiens sont une équipe qui n'ont pas peur de repêcher des petits joueurs. Ça, je suis content parce que ça peut nous permettre de mettre la main sur des perles comme Lane Hudson. Parce que si tu regardes ça, les deux derniers défenseurs dans la Ligue nationale qui sont des défenseurs étoiles, tu sais, Adam Fox, Kel McCarr, c'est pas des gros défenseurs. Là. Puis tu peux même rajouter Quinn Hughes là-dedans. Exact, c'est ce que je m'en ai dit. Plus difficile, mais c'est un excellent défenseur offensif. Mais c'est des défenseurs que n'importe quelle équipe les voudrait dans leur formation. Là. Oui. Fait que tu sais, je veux dire, oui, ça prend le culot de drafter un gars qui est plus petit, un format plus petit. Mais je veux dire, ce qu'on voit actuellement de Kiel McCarr, de Adam Fox, de Quinn Hughes dans les dernières années, mon Dieu, pourquoi passer à côté de ça? C'est ça, exactement. Okay. Après ça, onde de choc à Montréal. Dadonov s'en vient en retour de Shane Weber. Je m'attends vraiment à pas grand-chose de ce échange-là, honnêtement. Là, Weber, on sait que sa carrière est finie. Dans le cas de Dadonov, je ne m'attends pas à grand-chose. C'est ça. C'est tout. C'est ça. On va passer. Next. Après ça, on a le fameux échange Romanov et un choix de quatrième ronde à New York pour le 13e. Et ensuite, on pogne ce 13e-là, que je m'attendais qu'on allait garder. Et on le ship à Chicago pour avoir nul autre que Kirby Dach. Qu'en as-tu pensé? Quelle était ta réaction sur, dans le moment là, de cet échange-là? En fait, suite à la première, j'étais avec Henri ce soir-là, fan des Columbus. Puis quand on a fan vu. des Jackets. Je ne savais pas que c'était possible. Suite à la première transaction qu'on a vue, les deux, on s'est regardés et on était persuadés que c'était pour Shane Wright. On était sûr à 100%. Quand j'ai vu la deuxième transaction, j'étais comme OK, pour Kirby Dach, excellent joueur. C'est un joueur qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves, mais qui a un excellent potentiel. Un joueur de centre. Et c'est un joueur de troisième centre. au total en termes de repêchage aussi. Exactement. Et c'est un joueur de centre que je vois beaucoup, que je vois fitter avec le Canadien de Montréal, surtout la direction qu'on prend actuellement. Je le vois bien, très, très bien dans la formation du Canadien de Montréal. Maintenant, avec les dernières acquisitions, je ne sais pas où est-ce qu'on veut s'en aller parce que si Sean Monahan prend le deuxième centre, ce qui devait être le cas en début de saison, ça fait que Kirby Dach se ramasse sur la 3. Et moi, s'il y a bien une affaire que j'ai reproché dans les dernières années au Canadien de Montréal, pas au Canadien de Montréal, mais aux entraîneurs qu'on a eus, c'était le fait justement qu'un joueur comme Jesperi Kotkaniemi jouait sur une quatrième. Comment tu veux qu'un jeune se développe sur une 3 ou 4e quand il joue 10 à 12 minutes par game?
C'est ça. Et Ça, on même va là, en revenir tantôt quand on va parler du repêchage. arrête de me trinquer, Steve, puis passe tes affaires. Ensuite, on a les deux derniers échanges, qui est Petrie et Payling contre Matheson, un choix de quatrième ronde. Ça, comme échange, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et encore une fois, excusez-moi, j'avais une notification dans l'ordi. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant comme échange de la part du Canadien et des Pingouins de mettre la main sur Mike Matheson du côté des Canadiens. On a dit que Hughes voulait absolument ce défenseur et cet humain 5 étoiles, comme il a dit. Ouais, il a l'air vraiment intéressé à les joueurs à Montréal. Il a l'air passionné. Puis honnêtement, je trouve qu'il s'insère déjà dans notre culture. Je pense que ça peut pas être mauvais. Surtout que Petrie n'avait plus aucun intérêt à jouer à Montréal. Fait que déjà, en partant, on s'en fout de le perdre. Je veux dire, Madison, il est heureux de venir ici. Il l'a clairement dit. Il a clairement dit qu'il prenait son rôle très au sérieux puis qu'il allait devoir jouer un rôle très important par rapport à la progression des jeunes en défensive. Puis Peeling, ben, seul l'avenir nous redira si on s'est foiré sur ce gars-là. Mais je veux dire, les 2 dernières saisons, il ne nous a pas donné grand-chose. Puis justement, avec toute la ligne de centre qu'on a de bloquer, tous les prospects qu'on a, Peeling ne fitait plus là. Non, vraiment pas. Après ça, ça nous mène au dernier échange qui est Sean Monahan et un choix de premier tour. Choix de premier tour conditionnel qui a des conditions. J'ai l'impression de lire un roman de 600 pages contre des considérations futures. Donc, ceci compile les échanges de Kent Hughes. On va passer au repêchage parce qu'il me reste 8 minutes de temps de réunion. Ouais. Donc, on va faire le repêchage et par la suite, on va faire une deuxième partie pour parler de l'équipe en tant que telle. Donc, si on regarde le repêchage, au premier au total, on a repêché Juraj Slafkovský. Déjà là, ça commençait à ne plus être une surprise durant à partir de la moitié de la saison. Slafkovský pouvait sortir premier au total. Et dans les 2 dernières semaines, ça l'a sorti énormément. Oli, qu'as-tu pensé de cette sélection? Je suis content qu'on ait déjoué les prédictions parce que moi, j'étais un peu comme toi. Tu me dis souvent j'aime voter pour les underrated ou j'aime quand il y a des surprises inattendues, ces affaires-là. Ben justement, je pense que dans le sport, on dit toujours là, justement, BPM en parle, de faire vivre des émotions en haut et en bas, tu sais. Mais non, plus sérieusement, je suis content qu'on n'ait pas été vers Shane Wright. Puis, tu sais, au début, j'étais un peu 50-50, mais justement, quand on a drafté Slafkovský, puis j'ai vu Shane Wright après ça qui s'est fait drafter, quand j'ai vu sa réaction, quand j'ai vu de la manière qu'il se comportait, puis après ça, avec les vidéos, les entrevues qu'on a vues de Juraj Slafkovský à l'entraînement, devant les journalistes, je vois, en tout cas, dans le niveau de jeu, peut-être qu'actuellement, on voit pas, on ne peut pas trop les comparer parce qu'on ne les a pas encore vus jouer encore avec leurs vraies équipes et progresser en saison. Mais parce que je vois par l'entraînement, par tout ce qui se passe dans leur environnement, Juraj Slafkovský est à un autre niveau de maturité, vraiment. Oui. Il est à 110% dans son entraînement. Puis souvent, des gars qui sont draftés first pick ou qui sont draftés autant élevés par des gros marchés comme Montréal, comme New York, peu importe, c'est souvent des jeunes qui prennent des choses pour acquis trop rapidement, puis qui, excusez l'expression, mais qui s'effoirent sur leur talent, puis qui prennent ça comme trop easy. De voir un gars comme Slafkovský qui redouble d'ardeur, qui s'entraîne encore plus fort, puis qui a l'air de vouloir se donner encore plus pour prouver sa place, puis qui mérite ce premier choix-là, moi, honnêtement, ça me donne encore plus le goût de voir le jeune se développer. Puis ça me donne encore plus le goût de le voir jouer cette année à Montréal. Puis on l'a appris au courant de l'année parce que je n'étais pas un grand partisan de Slafkovský au début. Le fait qu'il a gagné le trophée du meilleur joueur aux Olympiques, il m'a en sorte que c'est beaucoup démarqué pour moi pour continuer à le regarder. Le fait qu'il fait 6 pieds 4, 229 livres et qu'il a un de ses patins. Il a un coup de patin qui ne le ralentit pas. Habituellement, dans la Ligue nationale, plus tu es grand, plus tu es gros, plus tu es lent. En ce moment, Slafkovský est en train de prouver le contraire. C'est un gros attaquant. Il est capable de jouer dans les coins. Il a une de ses paires de mains qu'on a vues de temps à autre sur certaines vidéos. Pour un grand gaillard, Slafkovský surprend énormément et j'adore ça. Un attaquant de puissance de cette taille-là, de cette génétique-là, ça ne court vraiment pas les rues dans la Ligue nationale, là.
Je juste à dire que la comparaison avec ce joueur-là, c'était un certain Yaromir. Oh, oh, oh! OK, le jeu des comparaisons, là. Ouais, mais en tout cas, c'était la comparaison qu'on établissait avec un certain Yaguer. Je dis Oui, ça c'est ça, comme avec ça. des flashs de Jagger. On va calmer un peu le jeu, là. Il y a des C'est flashs. exactement. Mais oui, tu sais, sinon, il y avait des. Sinon, j'entendais des Andrei Jashnikov format géant aussi. Et de ce qu'on a appris par son père chez le 91-9 Sport, c'est le fait que Juraj Slafkovský, durant l'été, aurait encore pris plus de musculature. Il serait rendu vers 233 livres et qu'il patine encore comme une fusée du côté du Slovaque. Donc, ça m'excite énormément le fait d'avoir toutes ces infos-là. Je vais pouvoir en juger une fois la pré-saison commencée. Est-ce que la saison peut commencer dès demain, s'il vous plaît? On a hâte. Je veux ce soir, là. J'ai Oui, hâte de voir maintenant. ça. Donc, Oli, à moins que. As-tu quelque chose à dire avant de refaire une. Wow! Avant de faire une partie 2. Non, tout va très bien. Roule-moi pas la trappe, sinon on va repartir pour une heure. OK. Donc, c'était MDS Podcast sur un résumé de l'été du Canadien. Oli, après ça, tu notes combien l'été du Canadien en lettres? En lettres? Avec le repêchage inclus. Oh, parce que je ne veux pas me laisser mon petit côté partisan. Parce que là, en termes d'agent libre, on a Madison Bowie, Anthony Richard et Mitchell Stevens, qu'on va parler dans la partie 2, mais on s'entend que ce pas des gros joueurs. B+. B+. Oui, Est-ce que c'est le repêchage qui fait augmenter ta note? en effet. Pour vrai, moi, j'y allais aussi d'un B ou B+. Donc, c'était nos notes. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, vos notes, sur le bilan de la saison morte du Canadien. Donc, c'est NDS Podcast. On se revoit dans la partie 2 pour parler de l'équipe en tant que telle et de la saison 2022-2023.